Salut à tous et bienvenue dans cette après-séance où je vais établir un fait. Je ne comprends pas les mécanismes de la censure. Sincèrement, d'un film à un autre, ça continue à m'interpeller. Je ne comprends pas l'irrationalité que peut prendre la censure dans certains cas. Mais commençons plutôt par le commencement. Dans cette après-séance, je vais vous parler d'un film dont je voulais vous parler un peu plus tôt, mais j'ai pas eu le temps parce que j'étais la tête dans le guidon avec le Fossoyeur numéro 14, et il s'agit de Nymphomaniac Volume 1 de Lars von Trier. Alors, Nymphomaniac, c'est un projet que Lars von Trier apparemment mûrit depuis assez longtemps maintenant. Il a commencé à en parler de manière un peu plus active et publique au moment de la sortie de son précédent film, qui était Mélancolia, qui est un film que j'adore, qui était vraiment un des derniers grands films qui m'a secoué. J'étais vraiment tétanisé physiquement pendant le générique de fin et ça m'est arrivé assez rarement au cinéma. Et j'attendais bien entendu son prochain film avec une énorme impatience. Nymphomaniac, il le présentait en fait comme son porno. Il voulait faire une fresque pornographique qui durerait à peu près 4h30, 5h, qui lui permettrait de raconter l'histoire d'une personne autoproclamée nymphomane. Et ce mois de janvier 2014 voit donc la sortie de ce Nymphomaniac tant attendu. Pas en un seul volet comme initialement prévu, mais en 2 volets. Je vais y revenir un peu plus tard. Effectivement, le film s'attarde sur le personnage de Jo, qui est joué par Charlotte Gainsbourg au temps présent, mais aussi par d'autres actrices à d'autres moments de sa vie. Le film s'ouvre par ce personnage qui est allongé par terre, meurtri, inconscient, et qui est retrouvé, recueilli par le personnage de Seligman, qui est joué par Stellan Skarsgård, comme on le prononce à la suédoise, je crois. Et il va donc la recueillir, parce qu'il est assez mal en point, et elle va entreprendre de lui raconter toute son histoire. Et c'est là que commence le récit de la vie de ce personnage. Comme j'ai dit, le film a finalement été découpé en 2 volets, ce que je peux comprendre totalement d'un point de vue de pure distribution, parce qu'il est très difficile d'exploiter en salle un film qui fait 4h30, 5h, si c'est pas une énorme sortie, je sais pas, comme le Retour du Roi, parce que bien entendu, il n'y aura pas moyen de faire beaucoup de séances, de projeter beaucoup de séances pendant une journée, et en plus, le film sera pas très attractif pour une majeure partie du public. Donc, encore une fois, je peux comprendre pourquoi il a été découpé en 2 volets. Sauf que là, dans les faits, c'est une autre histoire. C'est une chose de découper un film en 2 volets, encore faut-il bien le faire. Dans un genre complètement différent, je pense à Kill Bill, qui est vraiment pour moi l'exemple type d'un film bien découpé. Kill Bill, et bien sûr, les 2 volets ne forment qu'un seul film, mais chaque volet est appréhendable en tant que tel, avec sa propre identité, sa propre architecture. Et c'est pas le cas dans Nymphomaniac, et j'en ai ressenti une grande frustration. Sérieux, ce film a été découpé par un mec les yeux bandés et avec une hache rouillée. C'est la coupure la plus artificielle et la plus arbitraire que j'ai jamais vue dans un diptyque au cinéma. Le film se termine sur une espèce de tentative de cliffhanger qui est tellement mal découpée qu'elle perd vraiment toute sa substance. En fait, le film s'ouvre avec un encart qui dit ceci est la version censurée de Nymphomaniac. Lars von Trier l'a approuvé, mais je sais plus comment c'est formulé exactement. Il l'a approuvé, mais en gros, il n'a rien eu à faire avec cette version. Ce qui est une manière un petit peu diplomatique de dire que Lars von Trier a accepté vraiment à contre-cœur de voir son film coupé, et à mon sens en tout cas charcuté. Il sait quelque part qu'il y a une version complète et Director's Cut qui sortira un jour, que ce soit une sortie cinéma confidentielle ou en DVD, mais en gros, l'encart dit lisez entre les lignes. C'est Lars von Trier qui nous dit je l'ai quand même un petit peu mauvaise que mon film vous soit livré en cet état. Et c'est là qu'on vient un petit peu au cœur du questionnement, c'est le cas de la censure, puisqu'il s'agit d'une version censurée. Ils ont voulu, pour des raisons d'accessibilité, encore une fois, à la base plutôt compréhensible, sur un point de vue de distribution, ils ont voulu livrer une version non pornographique, mais érotique. Donc, dans le déroulé du film, ça se voit à certains moments, pendant certaines scènes de sexe qui sont coupées de manière assez maladroite. Il y a des plans qui s'arrêtent au milieu d'un travelling de manière assez artificielle. Donc c'est à ce moment-là, sur certaines touches de ce type, qu'on peut voir qu'il y a eu vraiment coupe. Mais c'est surtout, en fait, encore une fois, l'irrationalité de cette version. Parce qu'il y a des éléments pornographiques dans cette version. Dans la dernière partie du film, il y a par exemple une scène de sexe entre le personnage de Jo et le personnage joué par Shia LaBeouf, où on voit un plan de pénétration totalement explicite. Un peu plus tôt dans le film, il y avait aussi la scène du train où Jo et sa copine en fait veulent coucher avec un maximum de mecs, et on voit une scène de fellation explicite elle aussi. Donc pourquoi proposer une version prétendument érotique et coupé, si c'est pour laisser des éléments ouvertement pornographiques dans ce film? Je comprends pas, en fait, la démarche. Au mieux, c'est complètement contradictoire, et au pire, c'est complètement hypocrite, parce que le fait de laisser ces plans dans le film enlève toute la raison de faire les autres coupes. Il y avait un autre cas qui m'avait marqué à ce niveau-là. Il ne s'agissait pas de censure à proprement parler, mais d'une thématique qui est très proche, qui est la restriction de certains contenus à certains publics. Donc ce que l'institution, que ce soit celle du cinéma ou la société de manière générale, va décréter comme étant regardable ou non. Et c'était le cas de la sortie de Silent Hill en 2006.
C'est un film qui en salle était interdit aux moins de 12 ans, alors qu'il contient des scènes d'une violence crue et cruelle qui était vraiment très tendue. Même moi j'étais mis mal à l'aise, alors qu'il en faut beaucoup vraiment pour être mis mal à l'aise dans ce genre de circonstances. Je pense par exemple à cette scène d'immolation en plan fixe, vraiment qui va jusqu'au bout, c'est vraiment horrible. C'est une violence qui est justifiée dans le film, mais ça reste ultra tendu pour un gamin de 12 ans de voir ça, tout simplement. J'avais fait un petit peu des recherches sur le film et sur justement cette classification. Apparemment, cette classification était basée sur le fait que la violence était justifiée dans le film, puisque c'est une mère qui cherchait son enfant. Oui, elle est justifiée dans le film, mais ça n'empêche pas que ces images restent ce qu'elles sont. Donc ces questions de la restriction ou d'accessibilité à certains contenus en fonction de l'âge et de certains publics, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender. Moi, ça m'interpelle depuis longtemps. J'ai cité Silent Hill, ça m'a interpellé à de nombreuses reprises depuis sur d'autres projets et d'autres films, et aujourd'hui, encore une fois, sur Nymphomaniac. Mais par-delà toutes ces questions de censure et de version, venons-en maintenant au film lui-même. Et c'est bien ça le problème de tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est que à ce stade, et au vu de cette coupure que je trouve complètement artificielle entre les deux volets, il est très difficile d'avoir une opinion sur le volume 1 de Nymphomaniac en tant que film à part entière. J'ai vraiment eu l'impression, pendant la séance de cinéma, qu'il y a quelqu'un qui est venu en face de moi et qui m'a fait « Ça suffit, maintenant vous allez arrêter de regarder le film, vous vous cassez et vous revenez fin janvier pour voir la deuxième moitié. » Juste au milieu d'une scène, quoi, de manière complètement inattendue. Donc j'en ai ressenti une grosse frustration encore une fois, et il y a beaucoup de choses qui ont trait au cinéma de Lars von Trier, notamment ce qui concerne la provocation ou la misogynie dont on le taxe assez souvent, et beaucoup de ces aspects sur lesquels on ne peut pas vraiment avoir une opinion à ce stade-là, tant qu'on n'a pas vu la fin du film, qui sortira donc fin janvier. Mais bon, il y a bien entendu d'autres trucs dont on peut parler. Le film est découpé en chapitres, et surtout la narration est intéressante à la base, dans la mesure où elle est fondée sur le principe d'analogie. En fait, chaque chapitre raconté par le personnage interprété par Charlotte Gainsbourg, Jo, sera mise en analogie avec un élément qui est dans la salle où elle raconte ça au vieux monsieur Seligman. Par exemple, au début, elle voit une mouche de pêche accrochée au mur, et Seligman et elle vont partir sur une analogie entre le principe de séduction et la pêche à la mouche. Ça vaut ce que ça vaut à la base, mais c'est traité de manière assez intéressante et assez décalée, donc c'était assez bien vu. Et ce principe d'analogie va continuer d'un chapitre à un autre. Par exemple, à un autre moment, il va y avoir une analogie faite entre l'accumulation des amants de Jo et ce que Seligman décrira comme la construction d'une symphonie. L'aspect négatif de cette construction par analogie, c'est qu'à certains moments, elle va pouvoir paraître un petit peu mécanique, voire artificielle, puisque toute la narration est fondée là-dessus. À certains moments, le film va en pâtir au niveau de la spontanéité. Un moment, par exemple, quand Seligman parle de la structure de la symphonie, il finit son explication, qui est très intéressante. Jo le regarde pendant 2 secondes en silence, et elle part sur son histoire comme si elle n'en avait rien à foutre. Et j'ai l'impression qu'il y a presque une mise en abîme entre le personnage de Jo et le spectateur à ce moment-là, sur le côté, bon, elle est intéressante cette structure, mais au bout d'un moment, il y en a un petit peu marre, et on va expédier ça. Donc, c'est probablement pas comme ça que Lars von Trier l'a vu quand il a écrit, mais c'est un petit peu l'impression qu'on peut ressentir face à la répétition de cette construction, en tout cas. Après, j'ai râlé contre la version prétendument érotique du film et ses contradictions, mais je suis pas sûr que le fait d'avoir enlevé le porno enlève grand-chose à la sève du film, parce que le porno, c'est pas le propos principal dedans. Le sexe et les mécanismes du sexe et des pulsions nymphomanes en fait sont le propos, mais pas leur représentation forcément par le biais du porno. Je veux dire, c'est pas un film qui est excitant, au contraire, c'est vraiment un film anti-excitant possible, qui doit représenter en quoi l'accumulation du sexe de cette manière conduit à un sentiment de malaise complètement mécanique, de répétition qui en fait vide complètement l'acte sexuel de sa substance et de toute excitation qu'il peut avoir à la base. En fait, c'est un sentiment de trop-plein que fait ressentir le film à ce niveau-là. Et je pense que le porno avait vraiment un rôle à jouer au sens où l'accumulation vraiment du porno était censée renforcer ce malaise, mais en l'état, le malaise est toujours là, parce que même à travers la description érotique de la chose, on a quand même ce sentiment d'accumulation qui va dans ce sens-là. Donc globalement, c'est un film qui m'a laissé sur ma faim, mais plus à cause de son mode d'exploitation en salle que par son contenu lui-même. Après, c'est un film qui est assez imparfait en l'état, mais qui possède de très très jolis moments de cinéma. Je pense notamment par exemple au chapitre consacré au père à l'hôpital, qui est très très chargé et très intense. Ce film aussi le prouve, Shia LaBeouf est un très bon acteur, malgré tout ce qu'on peut en dire, malgré le bâchage dont il est victime depuis quelques années, et particulièrement ces derniers temps avec cette affaire de plagiat dans laquelle il a trempé, affaire qu'il a complètement reconnue, et il a accepté ses torts, il les a reconnus, il s'est excusé. Donc d'ailleurs il a
j'ai vu ces derniers jours, il a décidé de se retirer de la vie publique et d'arrêter de faire l'acteur, et d'arrêter de faire le réalisateur et le scénariste aussi par la même occasion. Et c'est super dommage, j'espère vraiment que c'est l'émotion qui a parlé à cause de tout ce qui s'est pris dans la gueule, et qui va revenir sur ses décisions dans les temps à venir, parce que vraiment on loupe quelque chose, vu que ces dernières années il a développé des choix de carrière vraiment super intéressants, et ce serait vraiment très dommage qu'il se retire de la vie publique à cause de ça. Je finirai par citer la fameuse scène avec Uma Thurman, qui est vraiment une des meilleures scènes du film, si ce n'est la meilleure. Uma Thurman qui joue la femme d'un des amants de Joe, femme qui vient avec ses enfants faire une scène au mari et au personnage principal dans l'appartement de Joe. Et c'est une scène qui est brillante, qui est à la fois extrêmement drôle et extrêmement cruelle et triste. Et c'est un exemple parfait de cumul des tons, de tons différents, parfaitement dosés. J'étais dans une salle où il y avait un mec pendant cette scène qui disait « Non mais je comprends pas pourquoi les gens rient, c'est pas drôle ». Il le disait bien entendu à voix haute pour que tout le monde entende. J'aurais envie de lui dire, mais mec, il y a tellement de circonstances dans lesquelles tu pourrais dire ça de manière justifiée. Par exemple, je sais pas, dans un multiplex, pendant un film d'horreur où il y a plein de gens qui vont se marrer de manière complètement décalée et complètement hors de propos, et au passage ruiner l'expérience des gens qui à côté voudraient s'immerger dans le film. Là, tu pourrais dire ça serait complètement approprié. Mais pas pendant ce film, et pas pendant surtout cette scène, qui justement est pensée par Lars von Trier pour jouer sur les deux tableaux. On rit, on est censé rire, et c'est pour ça qu'après ces vecteurs particulièrement de malaise, parce que la situation est très triste à la base. Donc c'est ce décalage complet qui va créer toute la sève. C'est sur cette note que je conclurai cette après-séance sur Nymphomaniac, volume 1. Il y a d'autres choses sur lesquelles je voudrais m'exprimer, bien entendu, que ce soit par rapport au film, mais par rapport aussi au cinéma de Lars von Trier de manière générale, mais j'attendrai vraiment la sortie du volume 2 pour en parler, pour pouvoir appréhender Nymphomaniac vraiment comme un tout. Donc je ferai une après-séance à nouveau à ce moment-là. Mais en l'état, je reste sur ma faim pour certaines raisons, mais le film contient aussi de très bonnes choses, ce qui me rend confiant pour la suite. Donc je vous dis à très bientôt. Bye!